La chimie, c'est aussi une manière d'arriver à décrypter la nature qui nous entoure. On a cette approche, d'essayer de répondre à des enjeux de réduction d'impact. Avec l'utilisation de la biomasse, il y a des enjeux qui changent. Le sucre, il y a autant d'oxygène que de carbone, quoi. Et donc s'il y a trop d'oxygène, c'est pas intéressant pour faire des matériaux. Donc on doit apprendre à dépolymériser et ça aussi, Ouais. c'est un changement de paradigme puisqu'on a auparavant, on cherchait qu'à augmenter la masse molaire. Salut les amis, c'est Mike. Bienvenue dans votre podcast Dromia Matériaux, votre podcast sciences, matériaux et développement personnel propulsé par Alexandre Créative. Aujourd'hui, je regarde mon invité et je vais vous le présenter. Je vous présente Sylvain. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, je te remercie. Merci de ton invitation. Ben, merci à toi, c'est très gentil d'être là. Et écoute, sans transition, Sylvain, je je te propose de te présenter pour que les auditeurs sachent qui tu es. Et, et bienvenue. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je m'appelle Sylvain Cailleul. Je suis directeur de recherche au CNRS, c'est-à-dire que je suis chercheur en fait au CNRS, et j'anime une équipe de recherche dans un domaine qui est relatif aux polymères, aux matériaux, en visant la réduction d'impact environnemental dans les polymères. D'accord, ok, bah ça c'est super, c'est super top. Tu nous en diras de toute façon un peu plus là sur tout ce qui est la notion de réduction d'impact environnemental, notamment dans la synthèse, hein, c'est ça, des matériaux polymères. Exactement, je suis polymériste de synthèse. Polymériste de synthèse. Je fabrique les polymères et les matériaux. Oui, c'est ça. Donc les premières matières premières, hein, ceux comme moi de la science des matériaux qui font la caractérisation, qui regardent la Exactement. notion structure-propriété. Et là, je fais un coucou à Christophe Doraille qui nous a évoqué relation de structure-propriété dans un épisode précédent. Euh, Sylvain, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sur ton parcours? Je bafouille, alors décidément ce matin. Sur ton parcours, ce que tu as fait, comment tu as fait pour arriver où tu en es, Ouais. et ainsi de suite, hein, les difficultés, tout ça. Alors, j'ai une formation d'ingénieur chimiste que j'ai eu à l'école de chimie de Montpellier. Mhm. Euh, Ensuite, après l'école de chimie, j'ai fait une thèse de doctorat pour avoir des qualifications pour devenir chercheur, hein. Donc, j'ai fait cette thèse au laboratoire de chimie des polymères organiques à Bordeaux, sous la direction à l'époque de Michel Fontani et Alain Soum. Et à l'époque, je travaillais déjà sur des polymères qui avaient des propriétés particulières, puisqu'ils devaient se biodégrader dans le corps humain pour relarguer des médicaments. Donc, je travaille là-dessus. Et ensuite, à l'issue de ma thèse, je suis rentré dans l'industrie, dans un groupe qui s'appelait Rhône Poulenc, puis Rhodia pour les plus anciens, et où j'ai occupé plusieurs postes, un poste d'ingénieur de recherche, d'ingénieur procédé, en centre de recherche, en usine. J'ai fait un parcours, tu vois. Mhm. Et puis après, j'ai pris la direction du service de synthèse des polymères du centre de recherche d'Aubervilliers, à Paris. Oui. Et puis j'ai démissionné et j'ai rejoint le CNRS il y a une quinzaine d'années pour animer. Alors, j'ai rejoint le CNRS et par la petite porte, et puis j'ai gravi des échelons, bien évidemment, et pour animer au final une équipe de recherche sur ce que je fais en ce moment, sur la synthèse de polymères avec des réductions, avec des impacts un petit peu maîtrisés, quoi. Ouais, c'est super. C'est super. Surtout, moi, ce que j'apprécie dans ton parcours, c'est vraiment la notion d'être allé en industrie pour voir vraiment comment l'industrie fonctionne. Parce que c'est quelque chose que beaucoup peut-être de doctorants et qui finalement qui deviennent docteurs et qu'après qui sont un peu lâchés comme ça dans le grand monde de la science et des matériaux ou d'autres types de domaines, c'est valable, hein. Que finalement on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à la recherche directement? Est-ce qu'on a la chance de pouvoir faire de la recherche aussi? Donc ça c'est peut-être une question qu'on en discutera. Et ou est-ce que je vais dans le monde de l'industrie? Finalement c'est bien après d'avoir fait les deux et après finalement d'avoir vu les positifs et les Je t'avoue négatifs. que vraiment ces deux métiers sont vraiment intéressants. Ouais, ouais. Il y a de la très belle recherche qui est faite dans l'industrie, Mhm. sauf qu'en fait, on la voit pas trop parce qu'on ne publie pas ce qu'on fait. Ouais, tout On à est fait. plus caché, ce qui est normal, hein, puisqu'effectivement, il y a une compétition.
On y fait de la très belle recherche et des très belles aventures et puis tu peux pousser tes produits jusqu'à la fabrication Mmh. et c'est quand même excitant de voir des produits qui sortent dans une usine, hein. Oui. Donc c'est des réalisations, donc on y fait de la très, très belle recherche aussi, c'est très intéressant, mais c'est qu'effectivement, c'est aussi bien de faire aussi des choses, en laboratoire de recherche et je t'avoue qu'effectivement, pouvoir avoir les 2 métiers, c'était vraiment intéressant. C'est pas facile de passer de l'un à l'autre. Ouais, On pourra y revenir si tu veux, ouais, je veux bien. mais c'est très enrichissant. Oui, c'est sûr, j'en doute pas, j'en doute pas. C'est pour ça que je te pose cette question-là, parce que c'est quelque chose que moi j'ai pu faire également dans mon tout petit parcours, hein, je vais pas mentir, mais effectivement, d'ayant fait une thèse CIFRE, et après effectivement avoir fait un postdoc, après retourner dans l'industrie, c'est vrai que c'est des secteurs. Moi, j'ai trouvé que c'était différent, qu'ils avaient leurs avantages et leurs inconvénients, et qu'effectivement, c'est, on peut pas mener la recherche de la même manière. Surtout, peut-être qu'on n'a pas forcément les financements aussi pour, c'est un peu compliqué. Bon, c'est une question parmi tant d'autres. Du coup, ça me, tout ça me mène à une question que je voudrais te poser. Pourquoi la science? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la science? Est-ce que quand tu étais petit, tu as vu un truc qui t'a sauté aux yeux? Tiens, je vais devenir scientifique. Au finalement, au fur et à mesure, t'es tombé dedans pas quand t'étais petit, quand t'étais un peu plus grand. On va dire ça comme ça. Ouais, peut-être un petit peu plus grand, donc Ouais. je pense qu'effectivement, j'avais, une curiosité, j'étais pas un scientifique dans l'âme, je pense pas, mais j'avais une curiosité importante d'essayer de comprendre les divers phénomènes. Je m'intéressais à plein de choses, Oui. toujours comme peut-être pas mal de gamins, hein, que ce soit, je dirais, de la biologie ou de l'astronomie, et effectivement, quand, les études avancent, ben, tu peux effectivement te spécialiser et donc, mais j'ai toujours eu beaucoup de curiosité pour tous les phénomènes, que ce soit même là, je dirais, d'explorateurs, je dirais, d'aventuriers, enfin, Ouais, ouais, tout à dès fait. qu'on va repousser, les frontières de la connaissance, C'est ça. je trouve ça intéressant en réalité. On apprend beaucoup sur, le monde et sur soi-même, hein, quand effectivement on sort de sa zone de confort, Ouais, dont on parlait tout à l'heure ouais, tout à et fait. puis après, ben, pourquoi la chimie? Je pense que c'est la question qui vient, mais parce que je pense que la chimie, c'est aussi une manière de vraiment, arriver à décrypter, la nature qui nous entoure, hein. C'est le langage de la nature, en fait, hein. Ouais, tout à fait. C'est des molécules de chimie, c'est des processus de chimie ou de physique, hein. Je ne veux pas me froisser avec personne, mais mais non, non, mais je veux dire mais néanmoins, c'est la composition de la nature, Mmh, qui nous entoure, que ce soit une nature, je veux dire la nature ou une nature ouais, de enfin notre nature de synthèse qu'on a fabriquée, tout à fait. ce sont des molécules de chimie. Donc vraiment on lit la matière en connaissant la chimie. Je trouve ça vraiment intéressant. Mmh. Et je rebondis sur quelque chose que tu dis, mais ce sera une question que je te poserai finalement. Je vais peut-être déjà te la poser pour déjà te la mettre dans la tête, un peu comme Inception, tu sais. Je vais tourner la petite, la petite toupie dans le coffre qui est dans un coffre. Mmh mh. Mais c'est vrai que tu parles de relation avec, donc avec la nature et notamment la compréhension de la nature au travers de ces molécules. Et donc en tant que chimiste, on doit comprendre ces molécules. Mais c'est vrai qu'à à l'heure actuelle, en fait, à l'ère de l'homme, on va dire ça, et l'ère de la chimie de l'homme, euh, où l'homme a voulu imposer sa chimie, et qu'on arrive maintenant aux notions de biosourcés, où finalement on veut aussi faire des synthèses plus propres, et où là l'homme n'est plus ou ne devrait plus imposer sa chimie, plutôt comprendre la chimie de son environnement pour pouvoir s'y adapter. Donc ça, c'est une question que je te poserai un peu plus par la suite. Donc c'est quelque chose à méditer, quoi. Alors à travers tout ça, est-ce que tu as des petites anecdotes à nous dire sur ton parcours, sur comment tu es arrivé là en fait? Qu'est-ce que petites anecdotes? Moi j'en ai une. Ah, je t'en prie, vas-y. Moi j'en ai une, cher auditeur, j'en ai une. Parce que ça fait maintenant 14 ans que j'ai eu mon premier contact avec les polymères et c'était avec Sylvain. Et oui, ça fait 14 ans déjà. Et oui, j'ai calculé quand on en a parlé un peu en off, j'ai calculé, je dis mais ça fait combien de temps? Et oui, 14 ans Sylvain, 14 ans. Que Ben, tu m'as montré, que un de tes doctorants m'a montré comment on fait un polyhypoxie. Et ça, c'est ce qui a tracé finalement mon chemin jusqu'à là et arrivé à
à faire un doctorat en sciences des matériaux spécialisé en polymère. Et en tout cas, je t'en remercie parce que c'était toi mon premier contact. Eh ben, écoute, je te remercie. Je suis content que tu n'aies pas abandonné, du coup, que ça ne t'ait pas dégoûté. Mais par contre, effectivement, enfin, je sais pas. En tout cas, dans mon cas, je Hmm, dirais, les choix sont aussi dictés par des rencontres, en fait. Euh, et, et on appelle ça des mentors maintenant, enfin ce qu'on veut, mais il y a des rencontres et des gens qui effectivement t'ouvrent un domaine, te le font oui, connaître tout à fait. et ça te donne envie et ça te dit, bah, mais moi aussi en fait je veux faire ça. Ouais, Et j'ai eu la chance hein, de rencontrer des gens comme ça, moi aussi dans mon parcours, notamment quand j'étais en école de chimie, le professeur Bernard Boutevin qui enseignait les polymères et qui m'a effectivement fait découvrir un petit peu le début de ce monde-là et qui m'a donné envie de le parcourir. ouais, ouais, Dans ma je thèse comprends. également, également mes encadrants, mes directeurs de thèse que j'ai mentionnés, notamment Michel Fontani, Hmm, aussi un homme remarquable. Donc voilà, hmm, et Bernard Moutevin m'a permis de revenir ensuite, de quitter l'industrie, de rentrer au CNRS, parce que j'avais envie de continuer l'aventure qu'on avait démarré ensemble. Donc hmm, voilà, il y a des anecdotes, mais en fait, derrière tout ça, il y a des rencontres. c'est ça, Et je pense que c'est aussi ça, en fait, hein, la science et c'est ça. de manière générale, hein, voilà, pas que la chimie, mais voilà, je pense que ça, Tout c'est à important. fait. Tout à fait, je suis d'accord. Je partage cette opinion ici également. C'est ça. C'est fait de rencontres. De toute façon, la vie, elle est faite de rencontres. Ce qui nous guide hein, dans des choix finalement possibles, hein, donc, dans l'éventail des possibles, comme j'ai l'habitude de dire. Des fois, c'est des mauvaises rencontres qui nous disent, bah, on va plus faire ça. Et des fois, c'est des très très belles rencontres et qui nous guident en fait, qui nous amènent finalement à arriver à ce Ouais, qu'on souhaite et je faire. dirais, et pour la science, c'est d'autant plus important que finalement, en fait, dès qu'on parle de science, il y a une progrès, en fait, il y a un progrès scientifique, donc il y a une Tout à évolution. fait. Les connaissances, on les acquiert petit à petit, un développement progressif, donc on a besoin d'autres personnes. Oui. Et on s'appuie sur les découvertes de l'un, les résultats de l'autre. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est éminemment collaboratif et on a éminemment besoin des autres, hein, parce qu'effectivement, tout seul, on peut aller assez vite, Mm. mais on va pas très, très loin, ni très longtemps. Et donc on a vraiment besoin d'équipes, de relations, de collaboration, d'environnement. Et c'est ça qui est important au sein de nos équipes ou voilà, dans notre laboratoire. Donc c'est aussi une aventure de personnes, et je pense, la science. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Alors, on enchaîne sur ton parcours de ton métier, hein, de Mhm. ce que tu fais. Donc, tu nous as fait déjà une brève introduction. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous proposer là-dessus? Et comme ça, je couple un peu les deux, et notamment, donc, en faisant cette introduction, est-ce que tu peux nous présenter finalement les enjeux globaux de la problématique sur laquelle tu traites? Oui, donc effectivement, et tu l'avais précisé, nous, on est des polyméristes de synthèse, c'est-à-dire Oui. qu'on va fabriquer les briques de base qui permettent de fabriquer des polymères, donc les monomères, hein, les molécules de départ. On fabrique ensuite les polymères, et puis quand il s'agit des relations structure-propriété, on fait un petit peu le début pour s'assurer que ce qu'on a fait, c'est un peu ce qu'on attendait, mais on ne va pas non plus très très loin. On n'est pas des physiciens de la matière. Et donc, on a cette approche dans le groupe qui est d'essayer de répondre à des enjeux de réduction d'impact environnementaux des polymères sur tout le cycle de vie des polymères. C'est-à-dire que Ouais. depuis l'amont, on va essayer ben, d'optimiser l'utilisation des ressources, voire d'utiliser des ressources un peu différentes, nouvelles, d'origine renouvelable typiquement. Mhm. On va essayer dans la suite de fabriquer les monomères, les polymères selon des voies qui présentent moins d'impact, donc qui vont consommer moins de réactifs, qui vont consommer moins de solvants, etc., moins d'énergie. On va également proposer des molécules qui vont remplacer d'autres molécules très dangereuses, parce qu'effectivement, on a besoin, quand on fabrique des polymères, bah, de molécules réactives pour qu'elles puissent réagir, mais Ouais. ce faisant, comme elles sont très réactives, elles peuvent être aussi dangereuses. Et ça a un impact sur la santé des gens qui les fabriquent, notamment les salariés dans l'industrie, hein. Donc on essaie de proposer des substitutions à ces monomères dangereuses, mais tout en conservant les propriétés finales. C'est là qu'est l'enjeu. Et puis au final, sur la fin de vie du polymère, eh ben, on va essayer aussi de travailler et donc
soit de l'allonger, la durée de vie, pour qu'on puisse l'utiliser plus longtemps et qu'il devienne un déchet que plus tard. Oui, tout à fait. Soit effectivement de préparer, sa fin de vie pour qu'il puisse se réutiliser, se recycler, plus facilement ou aider au recyclage des pièces, dans lesquelles il est. Parce qu'effectivement un polymère avant tout, qu'est-ce que c'est? C'est aussi souvent une colle, un liant, un revêtement, donc voilà, ça colle d'autres pièces, donc Mmh. il a aussi ce rôle-là. Donc voilà, donc on essaie d'intervenir sur il y a plusieurs étapes du cycle de vie, Ouais. des polymères en essayant d'apporter, eh ben, des idées, des réponses à des questions qui se posent et on travaille d'ailleurs pour ça avec, dans beaucoup de sujets, avec Mmh. l'industrie qui effectivement nous sollicite pour ça. Ouais, c'est clair. Tu as synthétisé beaucoup de questions que j'allais te poser. Tu as synthétisé bon, D'accord, donc on on va essayer arrête là, voilà. non, on va essayer de décortiquer un peu plus. Mais je comprends bien effectivement les enjeux, finalement avoir une chimie plus verte, mais tout Tout en à fait. ayant et plus safe pour les personnes qui l'utilisent, mais tout en gardant une certaine réactivité pour pouvoir avoir finalement des réactions qui se font. Et notamment, si je me trompe pas, c'est notamment avoir une forte réactivité qui te fait aussi avoir peut-être moins d'ingrédients, moins de solvants finalement. Bah, écoute, c'est un des enjeux, un des compromis C'est effectivement. ça. Si c'est très réactif, bah, effectivement ça marche très bien, ça va très vite, donc je passe Oui, pas beaucoup de temps à fabriquer. Mais en oui, même temps, si c'est très réactif, souvent c'est réactif avec tout ce qui peut composer, toutes les fonctions qui sont à la surface de nos c'est cellules. Donc ça. du coup, ça peut générer des dangers, sachant que je ne suis pas toxicologue, mais Mmh. c'est un petit peu les avancées. Ou alors c'est moins réactif, donc il y a aucun danger, il y a pas de toxicité, mais par contre, plus de temps à fabriquer et donc je passe plus de temps à fabriquer, voire j'ai peut-être des résidus à traiter, des choses comme ça. Donc on est dans le compromis et je pense qu'il y a pas de, il y a pas de ligne directrice, qui s'appliquerait à tous, les procédés ou à tous les sujets en fait, hein. C'est vraiment du cas par cas. Mmh. Ouais, tout à fait. Ouais, je comprends bien, je comprends bien effectivement, c'est du cas par cas par rapport effectivement aux polymères qu'on souhaite, élaborer. Et une question me vient notamment sur la fabrication du polymère, hein, de la matière première finalement qui peut être effectivement une colle, un liant, tout ce qu'on souhaite, hein, une matrice polymère. Quelle est ta démarche pour tu nous en as parlé un petit peu, mais là, d'une façon un peu plus explicite. Quelle est ta démarche? Comment on vient vers toi pour dire, bah, Sylvain, voilà, j'ai un cahier des charges, moi j'aimerais avoir, voilà, j'ai besoin de ces propriétés, mais mon cahier des charges me dit, bah, effectivement, il faut que ça soit une chimie plus respectueuse de l'environnement, qui respecte toutes les normes qu'il y a maintenant, parce que sinon, ben, je suis dans le chocolat et je peux rien faire. Comment on vient vers toi en fait? Comment on t'apporte un cahier des charges et comment toi tu arrives à le traiter? C'est-à-dire à te dire, bon voilà, j'ai déjà des compétences pour déjà designer un certain matériau idéal en répondant à tes cahiers des charges. Tu as déjà comme un chemin logique qui déjà se trace tout de suite dans ta pensée. Et comment tu abordes finalement point par point et te disant, ben non, là ça va être compliqué ou, ou autre quoi. Ben, dans le comment, c'est-à-dire qu'il y a 2, il y a 2 il y a 2 voies parce que, effectivement, moi aussi je lis effectivement l'évolution de la réglementation. Je vois où j'identifie, des certains dangers qui sont, Mmh, mmh, identifiés ou des problématiques, mais la réglementation nous éclaire. mmh. Donc on essaie de travailler en amont au laboratoire en disant: «Mais tiens, on pourrait proposer ça, on pourrait faire ça». On y travaille de notre côté. Donc c'est vraiment du sourcing work. On va le publier éventuellement et ça va permettre d'être visible dans certains secteurs, dans certains Oui, procédés, certains sujets et donc là, ben, soit on va voir, des collègues industriels, on leur dit: «Bah, tiens, regardez, vous, je pense que vous avez peut-être des problèmes là-dessus et là-dessus. Nous, on a essayé de travailler dans ce domaine-là, peut-être ça pourrait vous intéresser». Ou eux-mêmes, en fait, voient nos publications et viennent nous voir en disant: «Bah, j'ai vu que vous avez travaillé dans ce domaine-là, nous, on a une question approchante». Et après, une fois qu'on commence à discuter, bah, là, il nous parle effectivement de cahier des charges et du coup, c'est à ce moment-là que le cahier des charges que l'enjeu est plus précis parce que oui, nous, ce qu'on imagine, c'est toujours en dehors d'une industrie précise. Donc, on fait un travail assez général et puis après, on a travaille avec un collègue, un partenaire industriel, c'est plus précis. Et effectivement, il nous parle de son cahier des charges et là, on essaie de travailler ensemble pour traduire le cahier des charges, qui est un cahier des charges applicatif en termes de, je dirais, propriétés, physico-chimiques ouais, jusqu'à la construction de la matière. C'est-à-dire qu'en ouais, fait, ouais. s'il faut que ce soit dur, résistant à telle et telle, agression, bah, il faut qu'on ait sûrement telle composition de la matière.
Mmh. Il faut qu'il le fasse dans telles conditions dans son usine, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait telle réactivité. On ne pourra pas y passer 10 jours s'il doit le faire qu'en 24 heures. Et donc voilà, donc on essaie de faire de la rétro synthèse dans nos têtes Mmh. pour dire, ben, il faudra telle fonction pour que ça marche dans telles conditions, il faudra telle structure pour que c'est telle propriété, mais par contre, il faut éviter telle structure parce que ça, c'est dangereux. Il ne faudrait pas le faire comme ça. Là, il faut trouver une nouvelle ressource biosourcée qui pourrait avoir telle composition parce qu'il veut passer au biosourcé. Et voilà, donc on fait vraiment ce travail de décomposition du cahier des charges pour le préciser, et après, en termes de chimie, de physico-chimie, et après, on commence à avancer. Mmh. Ouais, bah, c'est effectivement, j'allais dire, c'est la démarche que j'entrevois moi également, effectivement, en termes de rétrospective. Mais c'est vrai que c'est, c'est, hum, c'est des choses, enfin voilà, c'est vraiment la logique. Moi, ce qui m'intéresse et c'est passionnant quand tu nous le racontes, c'est quand même la logique. Comment tu mets en place toute une structure et toute une étape pour pouvoir arriver finalement, à trouver un cheminement et surtout à identifier les verrous qui peut te poser problème. Et comment tu les identifies, ces verrous? C'est-à-dire, euh, est-ce que vous... Donc, il y a déjà un chemin, donc ce que tu dis, tu designes déjà ce que tu veux, mais en termes donc de réalisation sur terrain, est-ce que vous mettez en place en laboratoire des stratégies? Est-ce que vous avez déjà des stratégies qui sont déjà mises en place en laboratoire et après vous dites, ben non, on peut passer dans une échelle pilote, peut-être un peu plus, hein, je veux dire en termes de... On parle plus de grammes, on parle de kilos, veut dire au moins une dizaine de kilos pour déjà se rendre compte de quelque chose, parce que bon, je comprends bien que les polymères, c'est quelque chose qui va forcément être utilisé comme matrice dans une grosse industrie, donc forcément les kilos, on parlera plus peut-être de centaines de kilos à utiliser, ou ainsi de suite. Quelle est votre démarche en fait? Est-ce que vous faites un peu de labo avant, ou est-ce que vous avez déjà des choses que vous pouvez passer en pilote? Comment ça se... En général, ouais, voilà, en général, quand on parle de pilote et d'industrialisation, c'est qu'on travaille avec un partenaire industriel. Donc, on Mhm, dépasse, quand nous, on travaille de notre côté, c'est juste pour effectivement publier des travaux. Donc là, il mhm, y a pas, on reste à l'échelle labo. Avec des partenaires industriels, bien effectivement, la notion de transférabilité est aussi rentre dans le cahier des charges. C'est-à-dire qu'il c'est faut qu'on ça. fasse quelque chose qu'ils seront ensuite capables, eux, de faire Oui, tout à fait. ou de faire faire. Donc ça veut dire, ben, soit que les produits qu'on va utiliser soient commerciaux si on a besoin de les acheter, donc il faut travailler avec ça. Oui, Soit que les produits soient listés dans les listes positives, par exemple, des réglementations, donc on va dire qu'ils pourront les utiliser, ils seront autorisés à le faire. oui, Soit que les synthèses qu'on va leur proposer, ils soient en mesure de les faire et de caractériser les produits qu'ils vont obtenir. oui, Donc ça veut dire qu'on se réduit aussi en termes de, ce qu'on peut utiliser parce qu'on ben, voilà, il faut que ce soit quelque chose qui soit transférable. Donc ils ont des outils. On visite aussi les usines ou qui peuvent dans lesquelles ça peut ensuite être transféré. Donc mm, voilà, donc ça c'est important. On travaille nous sur des voies d'accès, donc à échelle labo, on a besoin d'avoir des tests, on va dire entre guillemets «applicatifs», qui soient représentatifs. mm, C'est-à-dire qui nous permettent de dire que ce qu'on a fait à l'échelle labo, ça marche dans leur application. oui, Il faut qu'il y ait l'intrapolation, donc la mise à l'échelle réduite d'un test qui soit représentatif. Une fois que ça c'est validé, ça veut dire que ben, on a quelque chose de prometteur et donc on peut passer à l'échelle pilote pour aller le faire en plus gros. oui, Ça tout à fait. c'est vraiment le Oui, parcours classique de la oui, montée en échelle. Nous, on ne fait pas ça au labo parce qu'on n'est pas équipé. L'école de chimie à laquelle on est adossé est équipée, donc ça peut se faire là. Ça peut se faire aussi chez l'industriel s'il est équipé. On participe, mais on n'est pas expert de ça. Moi, j'ai été expert de ça dans oui. l'industriel à une époque, mais c'est plus mon rôle, donc je reste à ma place. Et donc, on accompagne les étudiants avec lesquels on travaille. D'ailleurs, il y en a qui ont fait ça récemment de manière très brillante. Mais ça accompagne et après on valide si ça marche à l'échelle pilote. Mais il y a des experts parce que tu le sais bien évidemment, et c'est ce qu'il y avait à ta question, il y a des questions aussi de, comment dire, de gestion de la C'est ça, chaleur, de l'exothermie, c'est des ça risques. exactement. Donc il y a ça à prendre en compte. Effectivement, il y a des sujets qui s'extrapolent assez facilement. Donc la montée en échelle est assez facile, c'est de la formulation et c'est assez simple. Il y a des sujets de synthèse, c'est un peu plus compliqué. Il faut un réacteur avec une agitation particulière. Et donc il y a tout ce travail-là qui se fait avec des experts des fois avant de passer à l'échelle industrielle. Voilà, donc c'est ce processus-là, on a beaucoup d'humilité, sur la montée en échelle parce qu'on peut tomber sur des surprises et après, bah, effectivement, en général, quand on part, on a passé le pilote, l'industriel, il récupère parce qu'il a plus besoin de nous. Mm. Après, je dirais, éventuellement pour de la caractérisation et tout, mais après il internalise et c'est normal et c'est sain et c'est lui qui part.
avec ça. Ouais, je comprends. Est-ce que vos démarches, elles sont plutôt empiriques? C'est-à-dire, vous allez plutôt voir empirique au travers de ce que vous faites, en fait, comme type de réalisation pour pouvoir voir si ça marche ou pas. Empirique aussi d'une certaine manière, parce que quand on lit aussi une publication, finalement, c'est l'empirique de quelqu'un d'autre, façon de parler. Hein. Il a découvert quelque chose ou il a trouvé un, un procédé qui peut marcher. Est-ce que vous avez des approches un peu par j'allais dire, intelligence artificielle, je sais pas, des choses type réseau de neurones, des choses comme ça, pour pouvoir finalement, avec les paramètres que vous avez, mettre en évidence ceux qui vont fonctionner dans votre synthèse et ceux qui ne vont pas fonctionner dans votre synthèse. Est-ce que vous avez ce type de démarche aussi? Alors, je vais prendre tes questions dans l'ordre. Oui, Tout d'abord, effectivement, on a, enfin, la chimie est une science éminemment empirique, hein, c'est la science de l'erreur. Donc, tout à effectivement, on est fait. là pour faire des manipes et se tromper, essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Oui, c'est ça le plus Donc, on fait important. ça, enfin, on fait beaucoup de choses qui marchent pas et on essaie de les comprendre. Mais non, on s'adosse quand même à des théories. Notamment sur la réactivité, bien évidemment. La réactivité des fonctions est quelque chose qui est bien décrit, donc ça, c'est quelque chose d'assez utile. Après, donc voilà, il y a quand même pas mal de règles qu'on utilise, qu'on connaît, des fois qu'on a oubliées, donc on se rappelle, on essaie de se rappeler. Il y a de l'empirisme sur certaines propriétés, parce qu'il est difficile de décrire Mm. en relation aux structures propriétés, hein. Je sais que Christophe dans ton précédent podcast est Moi aussi, remarquable moi là-dedans, aussi. mais et il y a des phrases qui sont difficiles. Typiquement, la viscosité d'une substance, c'est compliqué Oui, tout à fait. à décrire. Donc, tant que tu l'as pas obtenu et que tu l'as pas mesuré, tu sais pas. Mm. C'est difficile de le théoriser. Et donc, bah, des fois, moi, je fais de la chimie beaucoup sur papier en donnant des indications. Ben, heureusement qu'il y a mes étudiants qui savent faire des manipes, qui viennent me dire ouais, mais ça marche pas parce qu'effectivement, ben voilà, c'est solide. Donc, ah ouais, d'accord. Donc, non, mais et là, là-dessus, Ouais. il faut vraiment enfin, se remettre en question et être humble. Mais voilà, viscosité, même des fois, l'ATG, parce Oui, qu'effectivement, tu as t'as des contributions de groupe, mais qui n'expliquent pas tout. Donc, voilà, je dirais, il y a de l'empirisme. Et je me rappelle d'ailleurs, tu cherchais des anecdotes, il y en a une qui me vient. On essayait de faire un polymère, un polyuréthane sans isocyanate. Je sais que tu suis aussi ces sujets-là. Et j'ai un de mes étudiants, Adrien, qui me dit ah, Sylvain, je comprends pas, j'arrive pas à mesurer les propriétés mécaniques du matériau. Je suis désolé parce qu'en fait, j'arrive pas à le décoller de la petite capsule dans laquelle je vais fabriquer. Ah bon? Ah ouais, non, j'arrive pas. Donc, du coup, j'arrive pas à tirer dessus, à faire le test mécanique, tu vois. Il me dit c'est trop, ça colle trop. Je dis mais c'est peut-être intéressant du coup que ça colle. Du coup, on va tester ses propriétés adhésives. Et c'est comme ça qu'on a montré qu'on avait un polymère qui avait des propriétés adhésives remarquables, en étudiant l'adhésion plutôt que ben, les propriétés mécaniques. Tu vois, donc il faut vraiment être, comment dire, arriver à observer un petit peu tout ce qui ne marche pas, etc. Et puis, ouais, incroyable. pour rebondir sur la deuxième partie de la question, est-ce qu'on Oui, utilise effectivement de l'intelligence artificielle ou des réseaux, des choses comme ça? Pour oui, l'instant, à voilà. vrai dire, non, pas vraiment. Mm. On s'y intéresse, on est dans des projets où effectivement on a des collègues qui sont dans notre laboratoire qui sont déjà bons dans ce domaine-là, pas pour les polymères forcément, donc on essaie de faire des choses ensemble. Non, historiquement, ben, on utilise toujours des plans d'expérience où il y a quelque chose d'un peu organisé avec, Ouais, tout à fait. mais voilà. Mais sinon, pour l'instant, en tout cas pas dans ma pratique, pas dans ce qu'on fait nous, on n'utilise pas ça. Et c'est pas si simple que ça, parce Mm. qu'effectivement, comme tu le sais, derrière un polymère, il y a de la statistique. C'est-à-dire que tu n'as pas une structure unique. Oui, oui, Tu as tout un à fait. mélange, tu as un mélange de macromolécules, de tailles, éventuellement de compositions Mm. différentes. Donc, du coup, relier une propriété à une molécule unique, c'est une chose. Relier une propriété à un mélange statistique de molécules qu'on ne connaît pas bien, c'est plus difficile, Oui, tout à surtout fait. que le même polymère peut avoir une statistique différente et donc des propriétés différentes. Donc ça, je pense que, à mon avis, enfin, et je ne suis pas du tout un expert des calculs, à mon avis, hein, il y a quelque chose qui se joue là en termes de verrou. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Ah, c'était pas une question, de toute façon, c'était pas une question innocente hein, que je te posais parce que c'est vrai que ma question au travers de tout ce qui est intelligence artificielle, réseau de neurones, plan d'expérience, qui s'adapte finalement selon ce qu'on veut, euh, c'était pour savoir, c'était pour finalement se dire comment on peut obtenir le matériau idéal en évitant le moins d'étapes, enfin en évitant beaucoup d'étapes, quoi, en le designant avec le moins d'étapes possible. Voilà, c'est mieux comme ça. De cette façon-là, c'est mieux dit.
Donc voilà, c'était pour ça tout simplement, mais je comprends Il bien que faut il c'est faut faire de la biblio. ouais, voilà. Parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont dedans. Non, non, mais c'est enfin, bien comprendre, bien lire avant de partir, et donc pour faire le moins de manip possible, être Ouais, efficace, ouais, hein, je tout veux à dire fait. et donc là-dessus, je dirais, l'intelligence artificielle, elle peut aider parce qu'elle va Ouais, tout à fait. manger de la biblio et puis te la ressortir. Ouais, tout à fait. C'est évident, hein. Mais d'ailleurs, les requêtes par mots-clés, derrière, il y a ça aussi, tu Oui, vois? évidemment, Voilà. évidemment. Mais donc ouais, je pense, enfin, des gens que j'ai rencontrés, ceux qui étaient les plus efficaces et les plus brillants, c'est ceux qui connaissaient le mieux la bibliographie, en fait. C'est sûr, c'est Hein. sûr, c'est sûr. Et comme quoi, il faut passer du temps à lire pour pouvoir finalement s'informer au maximum et finalement voir le plus de cas possible. Parce que finalement, lire, c'est voir le plus de cas possible. Plus de configurations possibles où quelque chose s'est passé et pourquoi elle s'est passée. Voilà, c'est ça en fait. Il y a engrangé ce retour d'expérience en fait. Ouais, c'est incroyable quoi. Donc là, toutes ces discussions qu'on a eues, effectivement, c'est qu'on a détaillé finalement les grands axes, hein, les grands Mmh. axes de ton étude et notamment aussi du secteur dans lequel tu es, parce que finalement, tu abordes des choses d'une certaine manière qui t'est propre, mais finalement, la façon aussi j'allais dire, d'aborder des sujets, bon, bah, c'est classique pour tous les types de labos qui veulent finalement faire de la synthèse, pas que synthèse de polymères, hein, même de synthèse de principes actifs pour la pharmaceutique ou autre chose, enfin, finalement, d'autres approches. Euh, Dans tout ça, euh, quelles sont les solutions que tu pu proposer, que tu as dans tous les sujets, je veux dire que, surtout si tu peux nous en parler, hein, peut-être tu peux pas nous en Mmh. parler parce qu'il y a des contrats, des choses comme ça, mais quelles a été les solutions peut-être que tu as été le plus fier, que tu as pu proposer comme approche pour synthétiser un polymère, ou finalement est-ce que tu as été un petit peu plus loin et que tu as pu accompagner un peu plus loin et que, voilà. Alors, il y a pas de fierté dans tout ça, mais je pense qu'on a fait notre travail et il y a des sujets alors c'est toujours pareil, en fait, c'est Mmh, contributif et oui, donc, à un moment donné, en fait, ben, sur un faisceau de contributions, on arrive, nous, je dirais, marquer l'essai. Voilà et faire quelque chose qui est un peu remarquable et puis, des fois, ben, c'est d'autres qui le font alors qu'on avait commencé à faire ou ouais, qu'on tout a à fait. contribué. Donc voilà, donc je dirais, voilà, c'est vraiment un partage et c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été marquantes chez nous. En termes en termes d'utilisation de ressources renouvelables, Oui, on a notamment, été, dans les premiers à proposer une plateforme de synthèse sur l'utilisation pour faire des polymères, hein, sur oui, l'utilisation de la vanilline qui est un composé naturel, non dangereux et on a montré, qui permet de remplacer, par exemple, le bisphénol A, dans les résines époxy. Donc ça, c'était vraiment aussi un résultat ouais, important. ouais, On a, on a été, les ben, les quand je te parlais des propriétés adhésives, ouais, des polyuréthanes sans isocyanate, des polydroxyuréthanes, c'est nous qui avons été les premiers à montrer ça. On a notamment également été les premiers à produire une mousse, de polydroxyuréthane, donc de polyuréthane sans isocyanate. ouais, Depuis, d'autres chercheurs ont fait des choses très, 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 enfin, vraiment chouettes, hein, ouais, incroyables, mais on a été les premiers à arriver avec ça dans la littérature. Hem, voilà, on a fait des agendas et tout ça et comment dire? Et puis on a ça, c'est des résultats, on va dire, de littérature, en publication. Mais on a également, des produits qui sont commerciaux. Donc on a effectivement fait, on a été un des, on a accompagné une entreprise, qui a pu faire, des polyuréthanes complètement 100% biosourcés. ah, ça c'est chouette. Pour effectivement des Ouais, revêtements transparents, ouais, et c'est à l'échelle industrielle. On a accompagné une entreprise qui a pu faire des emboîtures de prothèses, mhm, pour des prothèses de membres inférieurs, complètement biosourcées, composites et tu parlais, du lin, on en discutait ouais, avant, il y a des fibres de lin dedans ouais, ou de chanvre ouais, de et chanvre aussi. des polymères biosourcés. Voilà, sur certains sujets, on a été, les premiers, à faire, j'ai une étudiante aussi qui était la première à faire des amines hydroxylées, qui sont très réactives.
hein, donc on parlait de réactivité, tu vois, voilà, pour certains sujets. Donc voilà, donc soit Oui. sur des parties biblio, soit sur des approches industrielles et voir des produits et voilà et donc après on vient nous voir pour ce qu'on a fait de qui avait été remarqué un petit peu, quoi. Ouais, c'est super top, ça, c'est super top. Du coup, ça me vient là la question, et notamment celle que je t'avais posée au tout début. Et là, je pense qu'on va en parler un petit peu plus longuement. Quel est ton rapport finalement avec... là, tu me parles donc de la chimie, donc ce que tu comprends, ce que tu es capable de transformer. Donc ça, c'est ça Mmh. qui est fascinant. Pour moi, c'est ça que j'aime en chimie, en tout cas. Et maintenant que toi, tu es capable de transformer la matière à l'image que tu souhaites, quelle est ton approche avec celle de la nature? Donc, on vient au biosourcé, où finalement la nature, elle, ne va pas chercher l'efficacité, mais elle va chercher l'optimisation. On n'est pas dans des rendements énormes, on va être dans des rendements peut-être de l'ordre de 1 à 2% pour des mécanismes de la nature, hein. Mmh. Quel est ton, quel est ton ressenti maintenant avec cette chimie, finalement, cette chimie qu'on essaye de comprendre, la chimie la chimie de l'environnement, et comment tu es capable ou quelle est ta vision par rapport à ça? Euh, Comment tu es capable de la comprendre, de l'assimiler, et surtout en même temps de l'utiliser pour avoir peut-être des rendements plus élevés? Ou alors est-ce que tu fais le choix aussi d'avoir des rendements faibles pour avoir de l'optimisation? C'est-à-dire, quand je parle d'optimisation, c'est-à-dire peu de déchets, c'est-à-dire peu de déchets à traiter, toutes ces choses-là, en fait, finalement des étapes qui vont te rajouter et que tu n'en as pas forcément envie. Ah, donc, je ne sais pas si j'ai été clair. Bon, je vais la refaire d'une autre manière, ma question. C'est savoir finalement comment tu abordes cette nouvelle chimie qui se présente devant toi, celle de l'environnement, et comment tu peux l'utiliser au mieux pour ta recherche. Ouais, je pense que je comprends la question, si ce n'est qu'effectivement, on est, on fait une chimie, on fait des polymères avec des inspirations naturelles, Oui, tout à fait. notamment par l'utilisation de ressources renouvelables. Mais, on est assez loin, on va dire, des processus naturels, Oui, au sens où, je fais pas une chimie inspirée par un processus naturel, de oui, c'est ça ma fabrication, de question. synthèse, Tout hein, à tu fait, vois? ouais, ouais, ouais. Mais, je vais parce que je connais pas, ça c'est, en fait, hein, ça. Oui. Mais par contre, effectivement, je vais essayer d'utiliser les ressources naturelles. Par contre, là-dessus, on essaie de faire un choix le plus raisonné possible. Hmm. Parce qu'effectivement, utiliser des ressources, où il faut mettre beaucoup d'intrants, pour les produire, hem, donc avec, ben, la mécanisation, du transfert au Ouais, champ, tout à fait. de la récolte et cetera. Bah, ça veut dire qu'au final, on a, peut-être que si on fait un bilan environnemental et c'est je te une transition pour Oui, des questions que je oui, vais te dire, oui. mais, Tu connais bien et ben, mon plan. on arrive à quelque chose qui est à peu près, identique Oui, à pétrole. Le pétrole, c'est simple, hein, il y a qu'à creuser, on le trouve. Alors que oui, tout à fait. la biomasse, faut la fabriquer. Donc notre choix, il s'opère plutôt sur des molécules qui peuvent apporter des structures intéressantes qu'on n'a pas forcément ou Oui. qu'il faudrait mettre beaucoup d'énergie pour fabriquer et surtout qu'il est intéressant de récupérer. Je m'explique. Si effectivement, dans la nature, ben, en fait, il y a une production qui ne nécessite pas d'intrants, mais dont on ne fait pas grand-chose, quand on utilise des arbres parce qu'effectivement on utilise le bois, on utilise des meubles, des choses comme ça, ben, il y a des copeaux, il y a des écorces dont on ne fait rien, eh ben, on va récupérer là-dedans, des tanins qui sont des molécules intéressantes, Oui, tout à fait. qu'il est compliqué de fabriquer, de manière artificiellement, mais on peut les utiliser, on les extrait, hein, à l'eau tiède, hein, globalement et on peut les utiliser et ça n'a pas généré d'impact ou juste un impact d'extraction, mais ça n'a génère pas d'impact pour la fabriquer. Donc du coup, on vient prélever quelque chose sans toucher au reste de la filière, on vient prélever quelque chose en plus. De la même manière, je travaille beaucoup sur l'huile de la coque de la noix de cajou, bah, on produit, les arbres produisent de la noix de cajou, il y a des cultures pour ça, puisque Mhm. les gens aiment manger de la noix de cajou, mais il y a une coque, dont on fait rien et dedans il y a un liquide et ça n'en fait rien et donc si on le prend et qu'on l'utilise, ben, on n'a pas généré d'impact pour produire de la biomasse. Oui. On vient juste récupérer ce dont on ne fait rien et donc c'est plutôt en ça
qu'on essaie de s'inspirer de la nature, c'est-à-dire faire les choix d'utiliser des ressources qui sont à valoriser en évitant des ressources dangereuses. Parce qu'effectivement, il y a des molécules naturelles qui sont très dangereuses. Et dans les tanins, on a aussi des composés cancérigènes. Ouais, Donc, il ne faut pas prendre ceux-là, il faut en prendre ouais, tout d'autres, à ceux qui ne fait. sont pas dangereux. Donc Ouais. voilà, donc c'est un double choix en termes d'impact, je dirais, de fabrication, d'utilisation, et aussi d'impact tox, pour prendre des composés dangereux ou de les éviter. Mm. Ben c'est effectivement, tu as levé une remarque que je voulais te faire et tu y as répondu. C'est vrai que c'est toujours la question. Notamment, je vais parler sur le lin ou sur le chanvre, enfin sur les fibres naturelles. Pourquoi? Parce que ça parle plus facilement. Euh, les cultures de lin qu'on fait, est-ce que c'est du lin qui va être destiné à faire par exemple du textile ou autre chose? Ou alors ça va être du lin technique. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sols utilisés, ça peut être des sols qui normalement peuvent être utilisés pour faire de la ressource agricole, pour se nourrir. Et là, ce que je veux en venir, c'est que c'est toujours ce choix. Est-ce qu'on utilise des ressources qu'on a pour pouvoir finalement se nourrir ou finalement l'utiliser pour faire de la science? Et là, ce que tu nous montres, c'est que c'est intéressant, c'est que dans ton cas, non, il n'y a pas de problème. Dans ton cas, euh, ça ne change en rien sur les procédés de gens, notamment pour la noix de cajou qui le récolte pour pouvoir finalement proposer à nourrir les gens. Et finalement, toi, tu récupères vraiment un déchet qui n'a aucun impact parce que finalement, le déchet, il existe, il sera toujours là, et pour pouvoir faire quelque chose. Donc, en fait, tu ne retires pas quelque chose pour pouvoir y travailler. Et ça, c'est super intéressant d'avoir toujours cette notion avec la biomasse, c'est-à-dire ne pas se priver de sol ou de choses fertiles qu'on peut l'utiliser pour nourrir les populations, qu'au lieu qu'on fait en fait du textile, enfin du lin technique ou du champ technique pour pouvoir faire autre chose. Donc ça je pense, c'est parce que c'est une question qui revient beaucoup celle-ci. Hein. Chaque fois, les gens ils disent oui, mais vous prenez pas des sols pour. Ah, de toute Voilà, façon, on a besoin de tout. On a on a besoin besoin de tout, effectivement, mais on a besoin c'est de production agricole et de se nourrir. Puis on a besoin également de bien, enfin de produire aussi des choses non alimentaires et tout à qui fait. viennent de toute façon, si on veut des choses naturelles, il faut faut sortir de la nature. Donc effectivement, Je les comprends biens de bien. consommation, et si on les veut qu'ils soient naturels, ben, il faut aussi les sortir de la nature. C'est Donc il faut évident. aussi des Ouais, cultures. ouais, c'est Après, évident. c'est le bon ratio C'est et je ça. dirais la bonne adéquation. Donc l'huile issue de la coque de noix de cajou, là, elle n'est pas comestible. Ouais, tout à Donc du fait. coup, ça vaut le coup d'en faire Ça vaut quelque le coup. chose, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, c'est la bonne adéquation, le bonne organisation. Mm. Voilà, c'est là, en Ouais, ça qu'on essaie aussi d'aller chercher des ressources intéressantes et on essaie d'aller en chercher toujours un petit peu des nouvelles, là où il y a un intérêt, là où elles vont apporter en ouais, termes de structure ouais. un peu différent, des propriétés un petit peu Ouais, différentes. ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Bah, après, je posais la question parce que c'est pour vraiment pour que les auditeurs se rendent compte de cette question. Mais c'est vrai qu'après, notamment sur le cycle, là, je voulais juste refaire une parenthèse pour la fermer, notamment sur le cycle de production donc des terres fertiles, de l'utilisation de ces terres fertiles. On peut pas, par exemple, faire toujours du blé sur la même terre ou des choses comme ça. Il vaut mieux réfléchir à faire d'autres types de des pâturages ou d'autres choses pour pouvoir finalement réazoter la terre, réapporter les éléments qu'il y a besoin pour la croissance. Donc finalement, on peut très bien faire des cycles, hein, un cycle alimentaire, un cycle pour le technique, un cycle pour l'alimentaire et ainsi de suite, un cycle de régénération. Et finalement, sur tous les lots qu'il va avoir, tout est cyclique et on arrivera toujours à produire quelque chose. Mais je voulais te poser cette question-là parce que bon, c'était vraiment la question, à mon avis, que tout le monde allait te poser ou tout le monde se pose. Et effectivement, les gens de l'agronomie, tout ça, chose qu'ils ont en tête, quoi, tous ces cycles finalement de Oui, régénération des sols et ainsi de suite, quoi. ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est qu'effectivement, je dirais, la fabrication des polymères, alors, je dirais le volume des polymères au niveau mondial, Ouais, euh, et enfin, utilise une très faible partie du pétrole. Et donc, quand il s'agit de remplacer en plus une partie d'un polymère par des ressources renouvelables, on est finalement sur des quantités et des volumes relativement faibles au regard des volumes utilisés pour l'alimentation ou utilisés pour l'énergie ou utilisés, voilà. Donc, il faut remettre aussi les choses à leur juste place et ça permet, voilà, de proposer des alternatives. ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rebondit complètement avec les gens qui traitent la notion de plastique, donc finalement de polymère formulé, et de se dire, bah oui, mais le plastique c'est pas bien, ça utilise trop de pétrole, tout ça. Là, je pense que de la façon que tu nous l'expliques, bon, bah tu remets les choses en contexte, quoi. Enfin, je pense que non, mais je pense que le plastique, c'est bien. C'est ce qui nous a permis quand même Exactement. d'accéder
a une vie un peu plus longue et en meilleure santé, parce Mm. que le plastique, il est présent dans plein de processus, sous forme plastique ou sous forme polymère, hein. Oui, Je veux tout à dire, fait. que ce soit des additifs pour la santé, Oui, des adjuvants, que ce oui. soit des adjuvants pour l'hygiène, etc. Et donc bon, voilà. Et, et, euh, mais les quantités sont très faibles. En fait, globalement, le plastique, en termes de volume, on va dire, c'est à peu près 2% du pétrole, quoi. Mhm. Ouais, Donc, ouais, c'est clair. C'est clair que en remettant les voilà. choses dans le contexte, ouais, tout à fait. C'est une très belle question, le Et puis sans prorata. plastique, Ouais. c'est compliqué d'aller se faire opérer, hein, et d'avoir des chances de survivre à une opération, parce que le bois, le cuir, le métal, ça, c'est limite, quoi. Non, mais je veux dire, c'est clair, hein. C'est clair, non, Voilà, c'est clair. voilà. Non, c'est une très belle technologie. Moi, je suis un pro Tu sais, plastique, hein. Ça y est, je quand vais me tu faire taper fais sur les une dessus. transfusion, tu es bien content d'avoir une poche plastique, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair. Non, c'est important de se poser ces questions-là, notamment sur rapport à la biomasse. Effectivement, là, c'était la question que je voulais te poser aussi, et tu y as répondu sur comment tu utilises cette biomasse. Donc, toi, tu nous as dit que c'était plutôt vraiment par l'utilisation des matières premières, non pas des mécanismes de réactivité, finalement, de la chimie qui se ferait dans l'environnement. Mais c'est des choses quand même, mais je rebondis quand même là-dessus. Et je voulais te poser la question, est-ce que c'est des choses quand même que tu regardes? Parce que je rebobine. Je Mmh. rebobine. Évidemment, quand tu utilises l'huile de la noix de cajou, évidemment, tu as laissé la nature se faire. Tu as laissé le processus biologique se faire pour faire le fruit, pour récupérer et ainsi de suite. Après, bon, la personne qui utilise. Donc ça, effectivement, tu l'utilises, ce processus. Mais quand je parlais d'utilisation d'un processus, d'un mécanisme marin, ou je pense à un épisode avec Léa qu'on a eu sur le biomimétisme, effectivement. Coucou Léa, si tu nous écoutes. Euh, Est-ce que tu as pu reproduire des choses en laboratoire? C'est-à-dire réutiliser un mécanisme avec les mêmes choses et le reproduire en laboratoire, te dire, ben, avec ça, bon, ça va prendre un peu plus de temps, mais bon, c'est peut-être plus intéressant de le faire, ou est-ce que tu es toujours drivé par une efficacité ou un temps de réactivité qui est très court? Est-ce que c'est des choix que tu peux faire finalement un temps long pour avoir un résultat différent? En Alors, chimie, en synthèse, hein, je oui, parle, que tu oui et maîtrises non. toi. Oui et non. Oui, comment dire? Alors, non, d'abord non. D'abord non, on cherche d'abord l'efficacité parce qu'effectivement, il faut que ce soit utilisable, Oui, ce qu'on fait. oui, C'est un intérêt. oui. Mais oui, des fois, on va sur le temps long parce qu'effectivement, on préfère travailler des composés moins réactifs et pour qu'il y ait, moins de danger à les manipuler, tout Oui, simplement. tout à fait. Et dans ce cas-là, s'ils sont moins réactifs, ils mettent plus de temps à réagir. Alors, on peut catalyser, on n'est pas des experts de la catalyse, on travaille avec des collègues qui vont être éventuellement des experts, mais des fois, on n'a pas envie de catalyseur parce qu'on a envie qu'il n'y ait rien dedans, Oui. pour qu'il n'y ait rien qui sorte après. Et donc, du coup, ou là, on met très peu de catalyseurs, et donc, du coup, on accepte le temps un peu plus long. Et ben voilà, on fait avec. Concernant les processus effectivement naturels, on en a reproduit quelques-uns, mais des très, très simples qui vont Hmm, viser à par exemple, effectivement, la décarboxylation d'un phénol qui est, carboxylé naturellement, mais qui va hmm. se décarboxyler. Donc il y a quelques processus simples que nous, qui ne sommes pas experts des processus naturels, on arrive à reproduire. Par contre, on travaille, et ça, je pense que c'est un sujet qui est intéressant. Nous, on n'est pas du domaine, mais on travaille avec des collègues là-dessus, sur l'utilisation d'enzymes. Et là, on a un jeune collègue aussi qui vient d'arriver dans l'équipe, euh, Camille, qui a aussi cette approche-là enzymatique, pour essayer d'utiliser effectivement des enzymes qui peuvent être naturelles d'ailleurs, hein, Oui, tout à fait. pour des Hmm. processus de synthèse et surtout de dépolymérisation. Parce que, si tu veux, un des enjeux, historiquement, l'enjeu, c'était quand même de partir de réactifs, de monomères, et puis d'obtenir des polymères. La nature fait ça très bien également, toute seule, hein, et nous, on le fait maintenant dans le laboratoire. Mais par contre, arriver ensuite à partir d'un polymère constitué et le dépolymériser en petits bouts pour, recycler, ou gérer la fin de vie, ça devient un vrai enjeu, pour nous autres Oui, polyméristes, oui, et ça, par contre, la nature le faisait déjà. oui. Et donc c'est là-dessus qu'il y a des processus effectivement intéressants à aller chercher, sur la dépolymérisation. On y travaille, on n'y travaille pas encore enzymatiquement et on va peut-être y aller, et c'est en ça qu'on va s'intéresser, aussi à ce que, savait faire la nature, essayer de comprendre un petit peu, Oui. ce qu'elle sait faire. Voilà, ça c'est un Ou des enjeux. Voilà, mais si tu veux, de toute façon, avec l'utilisation de la biomasse, il y a des enjeux qui changent. ouais, tout à fait. Un Tout des à fait. enjeux, c'est la réduction, puisqu'effectivement, pendant longtemps, on avait des molécules uniquement carbonées, et donc on cherchait à les oxyder
avec l'oxygène de l'air, ce qui est assez simple, hein. On part d'éthylène, on fait des oxydes d'éthylène et après on fait toute une chimie et c'est ça que les chimistes font et on fait. Quand tu as une biomasse, quand tu as de la biomasse, elle est oxygénée, plus ou moins, mais elle est oxygénée quand même et donc il faut apprendre à la réduire. Le sucre, il y a autant d'oxygène que de carbone, quoi. Et donc, s'il y a trop d'oxygène, c'est pas intéressant pour faire des matériaux. Oui, Donc voilà, donc on réduit. Et de la même manière, bah, effectivement, on peut extraire aussi des macromolécules, donc des polymères déjà naturels, mais il faut aussi les réduire pour pouvoir les utiliser, pour les processer, parce qu'ils sont trop visqueux ou pas solubles. Donc on doit apprendre à dépolymériser, et ça aussi, oui. c'est un changement de paradigme, auparavant, on cherchait qu'à augmenter la masse molaire. Tu vois, donc on est dans ces changements de paradigme-là qui Oui. sont, je pense, des marqueurs de l'évolution de notre métier. Ouais, ça c'est très bien dit parce que c'est vraiment ça que bah là on est vraiment là-dessus là, on est vraiment sur l'essence même de ce que je voulais entendre. Je voulais entendre. C'était vraiment la notion de qu'on est en train de changer de paradigme parce qu'on comprend les mécanismes différemment, on comprend ce qui nous entoure, finalement comment on peut l'aborder différemment. On n'a pas changé la route pour aller à Rome, mais par contre le chemin ouais, et c'est ça le plus important. Et ouais c'est clair. Du coup, ça me permet de faire une superbe transition. Attention, il n'y a rien qui est préparé, hein. Comme Rien quoi, n'est préparé. une superbe transition sur parce que tu nous parles de changement de paradigme et là moi j'aimerais en parler donc faire la transition plutôt sur le mindset, alors ton état d'esprit par rapport à ton travail et ta vision de chercheur et ta vision finalement d'homme, d'être humain sur Terre, comment tu vois tout ça. Et ma première question c'est quel est ton état d'esprit par rapport à ton secteur et à ta recherche. Donc là vraiment, tu vois Ouais, bien que bah, c'est un peu différent comme je question. pense que ouais, c'est très large. Je Voilà. vais peut-être y répondre peut-être partiellement, mais je Hmm. dirais, si tu veux, dans mon, bah, il y a un état d'esprit qui est avant tout, qui En est prenant la casquette de chercheur, hein. Là, ouais, vraiment, ouais, ouais. après, parce que je vais te poser la casquette après en tant que toi, Sylvain Caillol, je ne suis plus Ouais, ouais. chercheur. Comment je vois cette chose-là aussi? En tant que chercheur, je pense que mon 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 objectif est de contribuer au développement, des connaissances du secteur Oui. et c'est ça qui m'anime. Ça, c'est un premier point et le deuxième point et je pense que c'est celui qui est le principal pour moi, donc je dis en dernier, mais que c'est le principal, c'est le développement des, des étudiants avec qui je travaille, avec lesquels je travaille. Parce que notre métier, c'est effectivement de développer les connaissances, mais c'est aussi de former des gens et donc ce qui est très enrichissant dans le métier, c'est de travailler avec, ben, des gens qui sont, remarquables, qui viennent apprendre et après qui nous apprennent des choses parce qu'ils se forment et deviennent experts, hein et donc voilà, on essaie de les aider à ben, tu as fait, une thèse, hein, c'est les aider effectivement au cours de leur doctorat à, se préparer, au métier qu'ils vont avoir envie de faire après, Mhm. heu, pour qu'ils puissent avoir la vie et le métier et donc la vie qu'ils ont envie, hem et donc on les prépare à partir du labo avec les meilleures compétences possibles et Oui, ils s'y préparent et je veux dire, tu es tout seul, hein, mais on les aide, on les accompagne à ça bien sûr. et ça, c'est effectivement et donc dans le sujet dans lequel on travaille, hein, sur ce domaine-là de la chimie des polymères et ben, on les accompagne à ça et je pense que c'est avant tout, le principal objectif, de notre travail de chercheur, la principale motivation et la principale réalisation et puisque ensuite c'est eux qui vont être les acteurs, Hmm. que ce soit dans la recherche, publique, que ce soit dans l'industrie. Ceux qui vont être les acteurs du changement, acteurs du progrès, des choses comme ça. Donc voilà, donc je pense que c'est ce qui anime, mon activité et c'est ce qui la remplit parce que c'est ce qu'a on revient à ce qu'on discutait, au tout début, hein, Oui. je dirais la vie est dans les échanges et donc dans les échanges, on a des équipes, nombreuses, riches, intéressantes et donc c'est un plaisir de partager tout ça avec elles, quoi. Ouais, c'est super. Bah, c'est effectivement c'est super. Bah, pour moi, t'as enchaîné aussi directement sur ta vision de ta vision de qui tu es aussi également. Parce que ma question en tant que chercheur, c'était plutôt un rapport, c'est-à-dire par rapport aux thématiques de recherche que tu as et les sujets que tu as abordés, que tu abordes ou que tu aborderas. Euh, Quels sont par exemple, j'allais pas dire les verrous, mais ton appréhension sur le futur, finalement, de la recherche en tant que telle, sur les sujets? Est-ce que vous allez tendre effectivement plutôt à toujours à travailler ça avec du biosourcé ou est-ce que là,
voilà, la part de biosourcé va augmenter par rapport à la part de pétrosourcé. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages pour les polyméristes comme toi ou voilà, c'était des questions un peu plus comme ça, ton rapport. Mais, mais la question est valable. Je prends, monsieur. La question est tout à fait. Enfin, la réponse est tout à fait valable. Je prends, je prends. Non, je pense qu'on est on est dans notre rôle également aussi. Je veux dire, moi, maintenant, tu vois, je travaille plus dans l'industrie, mais je travaille Oui, au CNRS. Donc, je travaille pour un organisme d'État. On est dans notre rôle, et c'est ce qui m'anime le plus, hein, oui, de contribuer à la formation des chercheurs, mais également on collabore avec des industriels. On est dans notre rôle également aussi, contribuer, d'aider les entreprises aussi ouais. à se développer. Elles cherchent à faire les choses mieux, et c'est très bien, et ça a toujours été, mais ça permet de continuer à créer des emplois et de l'activité, quoi. Ouais, tout à fait. Je Tout pense à que fait. c'est aussi important. Ouais, tout à Et fait. puis moi, à titre, je dirais, très, très individuel, moi, comme je suis toujours resté curieux, bah, ça m'intéresse toujours de comprendre les choses qui sont compliquées, qu'on n'arrive pas à comprendre, et de C'est passer du clair. temps à essayer d'expliquer C'est clair. et d'arriver à faire. Il y a tout qui est intéressant, je dirais. Des Ouais. fois, c'est des additifs pour le bitume, des fois, c'est pour le béton, des fois, c'est des revenants pour le cuir, et puis des fois, effectivement, bah, c'est des super synthèses qui permettent d'avoir une réactivité améliorée, ou Ouais. une dépolymérisation de quelque chose qui était a priori pas dépolymérisable. Voilà. Donc, il y a des verrous un petit peu partout. Je dirais, on peut faire, si tu veux, de la recherche fondamentale et donc avoir des verrous scientifiques sur des sujets éminemment appliqués. Ouais, moi ça c'est top. C'est top, c'est top de le souligner parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes, on se dit bah non, on peut rien faire de la recherche, hein, de la recherche académique. Enfin, volontairement attention, hein, je Ouais. n'y pense pas, mais volontairement je prends cette mauvaise casquette pour créer un débat là-dessus sur cette question, mais et me faire l'avocat du diable. Mais effectivement, ouais, c'est bien de le dire quoi, c'est bien de le dire, de le souligner. Du coup, ça me fait venir aussi à une autre question et qui était personnelle finalement. Euh, Comment tu vois finalement en termes de perspective et déjà perspective du secteur et en fait les propositions que alors j'essaie de formuler correctement ma question. Tes- Quelles sont tes propositions finalement pour le secteur? C'est-à-dire maintenant que quand même tu as acquis une compétence qui est incroyable. Enfin, pour moi, je, je suis, je suis, comment dire, émerveillé. Moi, moi, je suis émerveillé. Donc, comme le premier jour on s'est rencontrés, moi, je suis émerveillé là-dessus. Et, mais quelles sont tes propositions? Maintenant que tu as toute cette compétence, euh, quelles sont tes propositions pour que euh, de dire au secteur, bah, maintenant j'aimerais bien qu'on aille plus de ce côté-là, qu'on aille plus creuser ici, parce que je trouve que bah, finalement, on a plus à gagner en termes de connaissances et en termes de retour d'expérience en prenant ce chemin que par rapport à un autre. Et finalement, le versus, ce que les autres personnes pensent qu'il vaudrait mieux utiliser comme chemin, tu vois? Quelle est ton approche, Ouais, toi, et ouais, l'approche ouais. des autres, en fait, par rapport au OK. secteur? Alors, je vais dire ça, hein, avec, très de manière très personnelle, en toute humilité, mais Tout à fait, on ouais. travaille beaucoup sur le biosourcé, Oui, voilà. tu le sais. Bon, on continue à le faire, et je pense qu'il y a encore des enjeux à utiliser des ressources intéressantes. Mhm. On travaille beaucoup sur le recyclage, la dépolymérisation, la fin de vie des matériaux. Il y a encore des choses à faire, même si, j'ai envie de dire, en réalité, toutes les questions de recyclage sont des questions éminemment logistiques, parce qu'en fait, il faut boucler des flux. Donc pour ça, il faut être en mesure de produire des choses pour utiliser des déchets. Et si on n'a pas de production sur place, utiliser les déchets, c'est pas faisable. Ou alors il faut avoir des voies intéressantes comme tu le fais, ou toi, personnel, mais je dirais sinon au niveau industriel, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc il y a des limites. Là où on a beaucoup de choses encore à apporter et où on est reconnu dans l'équipe, Mhm. et aussi, on est reconnu sur le biosourcé, sur les recyclages, mais quand même beaucoup, beaucoup aussi sur la substitution, donc des composés dangereux par des moins dangereux. Et ça, on a beaucoup travaillé sur la partie polymère, hein. On a fait travailler sur le remplacement de bisphénol A, du phtalate dans le PVC, Ouais. du formaldéhyde, du phénol, des isocyanates, en ayant les mêmes propriétés, toujours dans les polymères. Et pour aller dans ta question, à mon avis, un des enjeux vraiment du secteur est centré sur les additifs. Parce que
tu le sais, il n'y a pas un polymère qui est mis sur le marché sans additifs dedans. Il y a pas de polymère issu de plastique vierge sans rien. Hmm. Et donc, il y a des additifs qui sont des additifs pour colorer le polymère, pour le rendre plus résistant aux agressions extérieures, des anti-UV, des antioxydants, des additifs de charges diverses et variées, des colorants, etc. Et si tu veux, dans les déchets qui vont nous échapper au tri, lors de la récupération, peu en Europe, mais beaucoup dans d'autres pays, ben en fait, ce qui va polluer, c'est pas tant la matière plastique, c'est surtout aussi ce qui va sortir, hein, donc les additifs qui sont dedans. Oui, tout à fait. Quand on va faire du recyclage, ben, recycler du plastique, c'est assez simple pour la trois quarts des plastiques qu'on fabrique, c'est-à-dire que c'est des thermoplastiques, là, etc. Mais par contre, il y a des additifs aussi. Et donc, toute cette question liée aux additifs, elle me semble centrale. Elle me semble centrale. Et on commence, nous, à l'aborder. On a travaillé sur des agents de rhéologie, sur des épaississants, sur des plastifiants, des choses comme ça, pour que ben, s'ils s'en vont, des retardateurs de flamme, s'ils partent, s'ils quittent le polymère, leur destin soit moins impactant. Et je Ouais. pense que c'est un peu un angle mort en réalité du sujet des polymères, parce qu'effectivement, quand on parle plastique, on parle de ce qui est visible, c'est-à-dire la matière plastique, mais on ne parle pas de ce qui est dedans, qui est moins visible, et pourtant là où se situe l'impact qui est le plus important. Ouais. Ben Voilà, voilà. ouais, c'est clair. Ben écoute, c'est une super, super réponse parce que, enfin, je partage ton opinion dessus. Je pense qu'effectivement, parce qu'un plastique, moi, pour moi, ma définition du mot plastique, c'est la notion d'un polymère qui est formulé. Et, euh, et effectivement, tous ces additifs derrière, si on n'arrive pas à les gérer, ben ça devient, finalement, ça change même la nature du produit qu'on recycle, en fait. Donc déjà, ça le change, parce que ça peut le plastifier, ou ça peut enfin, ou autre type de propriété physique, hein, qu'on peut évaluer. Et effectivement, ouais, c'est un grand enjeu. Je suis bien content que tu le soulèves. Ben merci. En tout cas, merci. J'ai Merci pas dit que Sylvain. j'avais des solutions simples hein, non plus, hein, attention. Non, Hein. non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais c'est bien d'en parler, c'est super top. Alors, ben, Sylvain, on arrive déjà à la fin de notre entretien, qui était passionnant. Enfin, passionnant pour moi, tout ce qui parle de matériaux, polymères, tout ça, c'est passionnant. Et surtout, te retrouver après 14 ans, c'est tout aussi passionnant pour moi. Euh, c'est passionnant. Excuse-moi, Ben, pardon, écoute, Sylvain, peut-être, merci. En tout cas, merci. Non, mais merci de cette invitation. C'est un euh, plaisir aussi de partager ce moment avec toi et avec tes auditeurs hein, que je Bon, salue. bah c'est très gentil. On va passer. Donc, j'ai encore quelques petites questions à te poser. Et là, c'est les questions vraiment de Question fin piège, c'est ça? d'entretien. Non, il n'y a aucune question de piège. Tu vois bien que je t'accompagne à chaque fois dans toute école et piège. Je te fais le gros warning. C'est piège, c'est piège. Non. Donc, ma première question hein, de fin d'entretien, je vais te poser. C'est des questions plutôt personnelles. Si tu fais une rétrospective, et à la fois, après ta rétrospective, sur toi, sur ton travail, et bah, quelle est ta rétrospective sur ton travail? Et je te pose déjà la deuxième question pour que tu puisses enchaîner. Et après cette rétrospective, comment tu vois les perspectives pour la suite? Mais là, je parle vraiment pour toi, que ce soit en tant que chercheur ou en tant que personne, qu'au- bah, comment tu es capable de t'analyser et comment tu aimerais arriver, à quel endroit tu aimerais arriver? Voilà, tout simplement. C'est un petit peu difficile de répondre parce que c'est pas des exercices qu'on fait simplement. Ah, mais il y a pas de Voilà. souci, c'est pas une question piège, c'est vraiment, c'est un endroit Non, que je j'apprécie. pense que enfin, en tout cas, au niveau ma rétrospective Hmm. dans ce domaine de la chimie, Oui, tout à fait. je pense que j'ai été, euh, et, comment dire, j'ai fait de très belles rencontres très tôt. Mhm. J'ai été, voilà, j'ai été euh, éclairé très tôt à ces sujets-là par des personnes remarquables. J'ai parlé de Bernard Boutevin, qui était mon professeur de chimie des polymères. Je n'ai pas mentionné un professeur Yves Pietrasanta, qui est malheureusement décédé, et qui était un des professeurs aussi de l'école de chimie, et qui faisait des cours sur l'environnement. Et donc, tu vois, avec polymère et environnement, on avait déjà les germes de quelque chose Hmm. d'intéressant qui se faisait dans les débuts des années 90 à l'école de Ouais. chimie à Montpellier. Et donc, j'ai eu fait de belles rencontres qui, je pense, ont
un petit peu organiser ma vision, mon état d'esprit. Et tout ce que j'ai fait finalement dans l'industrie, ça a été également aussi des travaux qui ont été reliés à de l'amélioration et de la réduction d'impact. On a fait des polymères en émulsion dans l'eau, des solvants à partir de composés recyclés. Enfin, tu vois, il y a tout un travail Mhm, mhm. que j'ai fait et voilà, aussi dans l'industrie avec des collaborateurs. En thèse, ben, effectivement, c'était aussi des polymères bioassimilables pour le corps humain. Voilà, donc c'était tout un travail voilà, qui s'est noué, je dirais, au début à l'école de chimie, Mm. que j'ai essayé de faire tout au long de ma carrière euh, à- et, et, euh, et que je continue au laboratoire. Et je pense que, enfin, dans mes perspectives, j'essaie, si tu veux, aussi d'éveiller, peut-être le mot est un petit peu galvaudé, mais d'intéresser d'intéresser à ces sujets-là les gens qui viennent dans le laboratoire, qu'on a un stagiaire, qu'on a comme doctorant, et qu'on participe, et qu'on participe à leur formation, et de les éveiller à ça avec effectivement les approches les plus pragmatiques qui soient. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en faisant des bons choix, entre guillemets, hein, pas du bio pour du bio, pas tout ça, mais Mm. qu'est-ce qu'on apporte réellement et comment on fait et toujours, je dirais, essayer de comprendre et d'expliquer pourquoi on fait les choix qu'on fait. Voilà, ça c'est important et de les justifier. Et donc voilà, donc je pense que ben, la rétrospective, c'est j'ai été bien accompagné et j'ai eu beaucoup de chance d'être et de faire des belles rencontres et j'essaie de perpétuer ça et de rester dans l'esprit. Et donc je suis retourné au labo dans lequel j'ai commencé en fait, hein, j'essaie de continuer de perpétuer ça dans ce laboratoire. Bah, Voilà. c'est magnifique, bah, ouais, c'est magnifique. Du coup, je te pose cette question, si tu as des conseils à donner aux générations à venir, à des personnes des jeunes qui ont envie de faire la même chose que toi, et de se dire, bah tiens, je vais être chercheur, ou tiens, les polymères, ça me plaît. Quels sont les Ben, conseils que tu peux leur donner? je leur dirais déjà, c'est une très bonne idée, parce qu'effectivement, c'est des métiers vraiment intéressants, effectivement, parce qu'effectivement, moi, Mm. on va explorer des domaines, Ouais, hein, je ouais, dirais, ben, je dirais, un doctorat, tu le sais, hein, oui. tu es à la limite de la terre inconnue, en fait. Il y a des choses que tu sais, puis tu vas essayer de voir un petit peu, d'accroître un petit peu la connaissance autour de ce que tu sais, et voilà. Donc, je pense que c'est intéressant, il faut y aller. C'est passionnant, hein. Le conseil, c'est aller à la rencontre euh, des chercheurs, des chercheurs en devenir, aller rencontrer des chercheurs, contactez-les, ou des doctorants, contactez-les pour vous faire une opinion, un avis de comment ils travaillent, et questionnez-les, ils prendront le temps de répondre. Mm. Donc il y a du podcast, mais il y a aussi voilà, des emails, des coups de fil. Allez à la rencontre. Moi, je dirais, je fais visiter mon labo à ceux qui ont envie. Je réponds à des questions à ceux qui ont envie, vraiment. Voilà, allez au contact. Commencez à y aller parce que ben, c'est en y allant que vous allez projeter réellement ce que vous voulez faire. Donc je pense que c'est important, quoi. Ouais, effectivement. À travers du podcast, vous pouvez rencontrer des profils incroyables, Ouais, notamment et comme je Sylvain. dirais, surtout, Oui, surtout, ne vous empêchez pas de le faire pour des mauvaises oui, raisons. Des fois, on a c'est ça. peur de dire, non, je ne peux pas être chercheur parce que j'ai peur de ne pas trouver. Euh, Effectivement, on va chercher des choses et si je trouve pas. Donc, on a peur de pas trouver, donc on dit, je vais pas y arriver, donc je préfère pas le faire. Ouais. J'ai eu des étudiants comme ça, tu vois, qui veulent pas faire de thèse pour des mauvaises raisons, parce qu'ils ont peur de pas réussir. Alors, je le dis, c'est très, très simple. Il n'y a aucune difficulté. Plus vous cherchez, plus vous trouvez. Plus vous travaillez, plus ça marche. Mm. Voilà. Donc c'est très simple. Il n'y a qu'à Ouais. mettre de l'énergie et ça fonctionne. Donc surtout, ne vous censurez pas dans vos envies, quoi. Bah, c'est super. C'est vrai que je réagis sur ce que tu dis, la notion de pas trouver, parce qu'il y a beaucoup de docteurs, de jeunes docteurs qui sortent avec leur doctorat et qui passent par une phase avec ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, euh, on sait qu'on a un doctorat, mais on ne sait pas comment le revaloriser, notamment dans le monde francophone, hein. On ne sait pas comment se distinguer d'un ingénieur. On se dit, bah, mince, c'est quoi mon plus? Alors, des fois, nous, on est conscient de notre plus, mais quand on veut proposer ses services à une entreprise et que l'entreprise n'arrive pas, elle, comprendre l'intérêt ou la différence, c'est dur en fait. C'est dur. Et ça, c'est un syndrome qui existe beaucoup. Et après, on se sent dire, mais alors, elle est où ma plus-value? Et je trouve que c'est un syndrome que beaucoup de jeunes docteurs ont, que j'ai eu.
Personnellement, je l'ai eu, ce syndrome, le syndrome de l'imposteur, de se dire, bah, c'est quoi ma plus-value en tant que chercheur? Et après, on essaye de se définir. Et c'est quand on arrive après à faire comme moi, qu'on arrive à se définir, je suis docteur, je sais pourquoi je suis docteur, je sais pourquoi j'aime la recherche et tout ça, on arrive à dire non à certaines choses. Et voilà. Et on fait complètement autre chose. Voilà, bref, c'était une parenthèse. Alors, on arrive la fameuse question que tout le monde attend dans ce podcast. À chaque fois, tout le monde attend cette question magnifique que je pose. Sylvain, si tu serais un matériau ou une matière première, finalement, je vais la modifier un peu par rapport à toi. Laquelle serais-tu et comment tu te définirais? Alors, euh, une matière première, Ou un c'est une première, matériau? ouais, ou un matériau, parce que je m'appelle Sylvain, donc Sylvain, l'étymologie, en fait, c'est le bois, hein, tu vois. Oui. Donc, effectivement, c'est la forêt. Donc, vous pourriez dire que c'est une matière première, je serais du bois, Oui. mais je suis pas certain, à vrai dire. Je pense que si je serais plutôt un matériau. Et alors, je pense que, parce que il faut se voir à travers, il faut arriver à se voir à travers C'est les yeux ça. des autres, hein, je veux dire. Et je pense que pense que je serais plutôt un polymère de haute TG quand même. Ah. Voilà, ouais, parce que je suis un peu rigide quand même. J'ai la donc je pense que je serais plutôt un polymère de haute TG qui peut se mettre en forme, hein, s'adapter. Comme du Donc, pic ou tu du vois, pec. ouais, voilà, ou un polyéthersulfone, quoi, tu vois, un truc qui est très rigide, mais bon, quand tu arriveras quand même à le mettre en forme, mais c'est rigide, faut mettre de l'énergie, quoi. Oui. Voilà, je pense un truc comme ça, tu vois, qui est assez résistant. J'ai pas très travaillé sur les polyéthersulfones ou les pics. J'ai proposé des voies pour les alternatives, mais j'ai pas encore travaillé dessus. Mais ouais, ça m'intéresse, quoi. Bah Voilà. volontiers, moi j'ai travaillé sur le PEC, donc Des je super connais. matériaux, hein. Je connais, donc c'est vrai que c'est intéressant. Moi j'ai travaillé sur le PEC dans les enzymages Ouais, pour les ouais. fibres de carbone, notamment pour développer un enzymage compatible avec la chimie et la physique du PEC. Donc c'était assez intéressant. Mais Super, super. je prends Sylvain, je prends la réponse, c'est good. Parfait. C'est bon, c'est parfait. Ben merci Sylvain, on arrive à la fin de cet entretien maintenant. Merci à vous hein, d'avoir écouté le podcast. En tout cas, c'était un plaisir de l'animer et cette fois-ci en présence de Sylvain, où on a pu échanger autour de sa thématique, de la thématique des polymères. Donc ça, c'est une thématique qui me porte à cœur. C'est mon matériau préféré, voilà, vous le savez. Mais pour être un peu plus sérieux, bah merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, donc si vous l'écoutez sur la plateforme Spotify, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note, hein, 5 étoiles. Ça aide en fait au référencement. Hein. C'est super important pour nous, pour qu'on puisse grandir et vous proposer d'autres profils, d'autres personnes. Également, vous pouvez regarder donc ce podcast sur YouTube. Et également commenter, un like et tout ça, ça nous fait plaisir. Et notamment poser vos questions, parce que ça sera un plaisir pour Sylvain et moi d'y répondre. Parce que c'est ça qu'on a essayé de vous montrer tout au long de l'épisode, c'est cette relation d'entraide et de communauté. Donc notamment, nous, on a un groupe Discord sur le podcast où vous pouvez après poser vos questions et que ce soit à moi ou à Sylvain, et on y répondra avec grand plaisir. Vous avez la possibilité de nous soutenir également sur le site internet de Dromia Matériaux où vous trouvez tous les ensembles des épisodes et également vous avez un onglet pour nous soutenir. Et pour finir, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Sylvain, merci. Merci à toi, vraiment, c'est incroyable. Hein. Je pensais pas que j'allais pouvoir faire un épisode avec toi et je suis super heureux de l'avoir fait. Pour moi, je suis un grand fan, en fait, de tous les gens qui sont passés dans mon podcast. Moi, je suis un fan et vous êtes vous, toutes mes rockstars, quoi. Je suis ravi d'avoir été un peu une rockstar pendant quelques instants. Merci beaucoup, Mike, de ton Tant pis. invitation et je suis ravi d'avoir pu participer à ce podcast. Merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir gardé le contact entre nous. Ben, c'est un grand plaisir. Merci, merci Sylvain. Bah écoutez, on vous souhaite une bonne journée si vous l'écoutez ou une bonne soirée si vous l'avez fini de l'écouter le soir. Hein. Et en tout cas, prenez soin de vous et on se voit pour un prochain épisode. Salut les amis. Bye bye.